Madame, monsieur, à vos fourchettes, vous avez prévenu, c'est parti pour un grand voyage gustatif. Bienvenue au Palais. Cette semaine, à l'occasion de la journée mondiale du végétarisme, on vous a concocté un programme aux petits légumes et on n'oublie pas, bien sûr, les oignons. Alors, quelles sont les nouvelles habitudes alimentaires dans les autres pays? Existe-t-il des régimes spécifiques à l'étranger? Quel est leur impact sur notre santé? Bref, quoi de neuf dans les assiettes de nos voisins? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, vous l'avez compris, toute la séquence qui suit a été enregistrée, évidemment. Alors, pour nous servir ce matin, voici nos 4 gourmets du jour. François Baudonnet, qui nous emmènera à Rome, Alexia Kefalas, qui nous attend à Athènes, Nicolas Bertrand, notre correspondant en Inde, à New Delhi, et enfin Franck Genoso, qui lui nous attend à Jérusalem. Alors, pour notre première escale culinaire, direction l'Italie, et au pays de l'Ossobuco, vous allez voir que le véganisme est plus que jamais au goût du jour. Bonjour François, alors comme ça, on y va plutôt mollo sur la viande chez vous. C'est pas un petit peu contre nature pour les Italiens, ça? Bonjour Laurent, effectivement ça peut paraître étonnant, mais les Italiens adorent le vegan. Alors dans un pays où la gastronomie évidemment est très importante, où les bons produits frais sont également très importants, des bonnes tomates, des bons fromages, ou dans un pays également où par exemple il y a assez peu de grandes distributions. Vous savez que les Italiens vont encore, pour la plupart d'entre eux, aller faire leurs courses dans un magasin juste à côté de chez eux. C'est aussi le pays du kilomètre zéro, hein. Il y a très peu en général de kilomètres entre le producteur et le consommateur. Et puis enfin, Laurent, c'est ici qu'a été inventé le slow food, c'était au milieu des années 80. Pour toutes ces raisons, je crois, eh bien, le véganisme s'est développé et aujourd'hui, vous avez non seulement beaucoup de restaurants véganes, par exemple, il y en a un à quelques centaines de mètres de là où je me trouve ici à Rome, mais dans tous les restaurants traditionnels, eh bien, vous avez des pâtes évidemment sans viande, vous avez également des pizzas, et oui, les Italiens adorent le vegan. Alors, en matière de véganisme, il y a une ville qui fait beaucoup parler d'elle, et ce n'est pas Rome. Vous avez parlé du slow food, c'était dans le nord de l'Italie, ça ne va pas être très loin cette ville. Alors effectivement, c'est Turin, c'est la ville de Turin, donc dans le nord, la capitale du Piémont. Il y a eu l'an dernier des élections et figurez-vous que quelques temps après les élections, la nouvelle maire de la ville, qui s'appelle Chiara Appendino, qui est quelqu'un du mouvement 5 étoiles, eh bien, elle a déclaré tout simplement qu'elle voulait faire de sa ville une ville végétarienne. Mamma mia, quel scandale! Dire ça pour Turin, c'est terrible, parce qu'évidemment là-bas, il y a de la viande d'excellente qualité, une race bovine très connue, on mange du veau, etc. Et donc ça a fait une polémique terrible. Alors un an après, on a voulu voir ce que c'était devenu. Et c'est un reportage qui est signé de Florence Crimon et Mathilde Delvigne. À Turin, la capitale du Piémont, la viande fait partie du patrimoine. Sur les marchés, le produit star, c'est la charcuterie. Des saucissons, du jambon, du veau, la spécialité de la région. Et bien sûr, la tomma, le fromage de chèvre de Turin. Alors, quand à peine élue, la jeune mère du mouvement 5 étoiles bouscule les traditions culinaires de sa ville et déclare « Je veux promouvoir à Turin le régime vegan ». Cette annonce choc fait hurler les Turinois, bien trop attachés à ce qu'il y a dans leur assiette. Turin, c'est du fromage, des saucissons, de la mozzarella. C'est ça qui fait vivre la ville. Turin, sans viande et sans produits laitiers, pour moi, c'est impossible. Paradoxe, dans le centre-ville, on compte déjà une trentaine de restaurants et de bars 100% véganes. Ici, on ne mange ni viande, ni poisson, ni produits laitiers. Pour Antonella, cette Turinoise convertie au véganisme, le choix de la mère est courageux. Elle-même ne mange jamais de produits animaux. Et même la glace à l'italienne est pour elle 100% végétale. Ce parfum noisette, une explosion de saveurs. Antonella se réjouit de voir que comme elle, de plus en plus de clients envahissent les restaurants végétaliens de la ville, où pâtes intégrales, tomates et aubergines ont remplacé le veau en sauce du Piémont. Turin, c'est la ville la plus végane d'Italie. Je suis contente de la décision de la maire. C'est important de se soucier du monde dans lequel on vit. C'est la responsabilité de tous. Une hérésie pour les bouchers de la ville, eux qui sont si fiers de leur viande bovine piémontaise. Et voilà, ça c'est de la viande du Piémont. Turin est une ville de viande.
On ne peut pas devenir vegan, c'est impossible, voyons. Notre viande est bien trop bonne. Giampiero est boucher depuis 40 ans et il a du mal à digérer la recette de la mère. La mère peut faire ce qu'elle veut pour elle, mais imposer un mode de vie à ses habitants, ce n'est pas la solution. Message reçu par la municipalité. Finalement, elle a décidé de ne rien imposer, à part un menu végétarien une fois par mois dans les écoles. À Turin, les carnivores et les véganes vont devoir cohabiter encore longtemps. C'est rigolo ça, et dès qu'on a l'Italie en direct ou en image, il y fait beau. François, on l'a vu, ce nouveau mode alimentaire gagne du terrain. Il est quand même loin de faire l'unanimité, on le sait. C'est le cas aussi dans d'autres villes en Italie ? Alors en fait, il y a quelques mois, il y a eu ici une proposition de loi, une députée de la droite italienne qui a proposé, tenez-vous bien, de mettre en prison les parents véganes qui donnaient à manger à leurs enfants uniquement de la nourriture végétarienne. Alors il y a eu plusieurs cas d'enfants qui étaient mal nourris, qui souffraient de sous-nutrition. Et ces enfants ont été retirés à la garde de leurs parents. C'est pour ça que cette députée a voulu faire ça. Alors évidemment, cette proposition de loi a fait beaucoup de bruit, avec certains qui étaient pour, la plupart qui étaient contre. Ça n'a jamais vu le jour. Évidemment, ça n'existera pas. Mais en tout cas, ça montre à quel point, je crois, Laurent, eh bien, le véganisme ici en Italie est encore un sujet de polémique. Grazie mille, Francesco. À très très bientôt. Autre pays, autre mode alimentaire, cap maintenant sur Athènes. Et vous allez voir que pour convertir un grec au végétarisme, il faut se lever de bonne heure. Bonjour Alexia, apparemment la viande occupe une place sacrée en Grèce et ça ne date pas d'hier. Oui, bonjour Laurent. Effectivement, l'histoire d'amour entre les Grecs et la viande est une histoire séculaire. Les Grecs sont carnivores. Déjà, dans l'Antiquité, on peut lire notamment dans les textes de Plutarque qui faisait référence à ces Grecs, ces guerriers notamment, qui dévoraient la sauce de la viande de porc. Et oui, la viande de porc, justement, c'est une question notamment de classe sociale, une question économique, le rapport à la viande. Seuls les plus aisés, ceux qui avaient accès aux fêtes ou aux banquets, y avaient le droit, et pas forcément les autres. Alors, ça n'a pas bien changé après la guerre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la viande est restée un produit sacré. Oh, cela dit, j'imagine que la société a quand même évolué. Il doit exister de nouvelles tendances, non ? Oui. Effectivement, ça a quand même évolué. Il y a une évolution, mais elle n'est pas forcément notoire, cette évolution, pour deux raisons, Laurent. D'abord, parce que dans la cuisine grecque en tant que telle, il y a une forte proportion de légumes, mais donc elle est donc très très végane et très très végétarienne. Et on trouve notamment des tomates ou des poivrons farcis au riz, simplement, des feuilles de vigne ou encore de la ratatouille d'aubergine. C'est donc elle est très très riche. Et l'autre raison, et c'est peut-être là le cœur du problème, c'est que les mentalités ont du mal à évoluer au même rythme que la société, Laurent. Alors, je vous donne un exemple. Quand vous dites à un Grec, encore aujourd'hui, que vous êtes végétarien, vous pouvez vous voir rétorquer « c'est pas grave, j'ai de l'agneau, viens donc à la maison ». Donc, effectivement, il y a encore un décalage et on peut le voir notamment dans ce film qui avait fait beaucoup rire notamment les Grecs, qui s'appelle Mariage à la grecque, un film américain qui était une caricature assez réaliste de la société. Alors, je vous emmène, Laurent, voir justement et découvrir cette société grecque où la viande est le produit de consistance par excellence dans ce reportage réalisé avec Aris Katsianis. En Grèce, même en ces temps de crise, la viande est sacrée. Les viandes nous préservent du froid, nous protègent des maladies et possèdent des vitamines nécessaires. Avant, on n'avait pas les moyens de manger beaucoup de viande. On n'en mangeait que le week-end. Maintenant, les riches mangent du poisson et nous de la viande. Et pour les bouchers du marché aux viandes d'Athènes, forcément, les affaires sont bonnes. La viande, c'est l'alpha et l'oméga ici. À Pâques, on porte un agneau sur le dos. 10 kilos de côte de porc et 5 kilos de saucisses. Bon, c'est peut-être hyperbolique, mais sans viande, personne ne peut vivre ici. Il est impossible de ne pas prendre une côte de bœuf, ou ne serait-ce que du foie d'agneau. Cette façon de penser est largement répandue dans le pays, mais elle laisse peu d'espace aux véganes et aux végétariens. Athina, elle, ne mange plus de viande depuis 28 ans par amour des animaux. Elle est la seule de son entourage dans ce cas,
Et pour ne pas être embêtée, elle le garde pour elle. Par politesse, je vais prendre un bout de viande dans mon assiette, mais je ne le mange pas, je dis que j'ai déjà trop mangé. C'est à chaque fois une surprise pour les gens, le fait que je ne mange pas de viande. En Grèce, c'est rare, donc personne ne comprend. Même pas le terme végétarien. Donc pour ne pas faire débat, je mange des salades et tout ce que la cuisine grecque a de meilleur. Frangoulis, lui, joue la compréhension et Atina s'y plie aussi. On peut dire que c'est encore une concession. Le mariage, c'est faire des concessions. Bon, s'il y a du bacon sur la pizza, ce n'est pas grave. Je le mange. Pareil dans la carbonara. Sur le plan social, si tu invites quelqu'un chez toi, qui que ce soit, sans servir de la viande, c'est une insulte. On lit que le cerveau de l'homme s'est développé depuis qu'il a fabriqué des armes et qu'il a chassé des animaux pour les manger. Et que c'est grâce aux protéines que son cerveau s'est développé et qu'il s'est reproduit. Régime, mode de vie plus sain ou crise économique, rien n'y fait. Une majorité de Grecs a tranché pour le jamais sans ma viande. Bon, ben voilà un bien bel aperçu du mode de vie à la grecque. Est-ce qu'on doit en conclure pour autant que les Grecs ne changeront jamais leurs habitudes alimentaires ? Oui, eh bien pas tout à fait, Laurent, parce qu'il y a eu par exemple pour la première fois l'hiver dernier à Athènes un festival de vie végane. Alors c'était une première édition, il y a près de 6500 personnes qui s'y sont rendues justement pour voir ce nouveau mode de vie. Alors il y avait des jeunes mais aussi des Grecs qui ont vécu à l'étranger et qui ont pu découvrir d'autres modes de vie peut-être plus sains. Il y a aussi la presse qui commence à s'interroger. Alors c'est assez lent mais il y a des débats pourtant et qui se disent et qui se demandent, peut-on vivre sans viande ? Ça veut dire quoi pour vous, Alexia ? Est-ce que les Grecs seraient sensibles à l'écologie, à la cause animale aussi ? Oui, alors il faut savoir que les Grecs quand même ont une vraie conscience des changements climatiques, de leur écosystème et forcément de l'impact sur les animaux. Il y a donc une véritable prise de conscience de la part des Grecs, même si la plupart, encore aujourd'hui, et oui en 2017 Laurent, eh bien beaucoup de Grecs pensent que être vegan ou être veggie ou végétarien, eh bien c'est un phénomène de mode et la viande, elle est éternelle. Merci beaucoup Alexia, à bientôt évidemment. Allez, une petite pause numérique avec Julia Livage maintenant. Et en matière d'alimentation, le web a de la ressource. Nous le savons, les sites culinaires poussent comme des champignons. Oui, exactement. Le e-commerce de l'alimentation représente un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. C'est un chiffre énorme. La Miamosphère, comme on l'appelle, compte plus de 5000 blogs. Le plus connu d'entre eux s'appelle marmiton.org. Alors Marmiton, eh bien, c'est 100 millions de vues. C'est 10 millions de visiteurs par mois. C'est énorme et c'est vraiment le maître en la matière. Alors le web regorge de sites et d'applis pour vous sensibiliser aux besoins d'une alimentation saine, d'une alimentation équilibrée. Et du coup, les mots d'ordre sur Internet, c'est traçabilité, origine contrôlée, made in France, commerce équitable, nutrition, santé, etc. Si vous voulez des informations sur les produits qui sont pointés du doigt, allez sur les sites ufcquechoisir.org ou 60 millions de consommateurs. C'est sur ces sites-là que vous serez le mieux renseigné. Ça veut dire, Julia, qu'il y a de nouvelles tendances, de nouveaux phénomènes qui sont liés à l'alimentation sur Internet ? Oui, énormément. Alors, impossible de parler d'alimentation sur Internet sans vous citer ce phénomène qui s'appelle le food porn, qui est plus qu'une tendance. Ça a vraiment créé des habitudes alimentaires qui ont aujourd'hui beaucoup changé. On cuisine, on prend en photo, on partage sur les réseaux sociaux. On va au restaurant, on prend en photo, on partage sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout ce qui a débarqué d'un peu fou, d'un peu fantasque et d'un peu hallucinant vient de ce phénomène. Alors, parmi ces tendances, par exemple, je pourrais vous citer déjà la déferlante spiruline. Vous savez, la spiruline, c'est cette algue bleue, très connue pour ses bienfaits nutritionnels et thérapeutiques, au fort pouvoir colorant, qui fait le bonheur des chefs Instagrammeurs. À l'origine, le toast sirène que vous voyez là. Bon, l'idée, c'est d'être bleu-vert, vous avez compris l'idée. Et sinon, le toast licorne, ça, c'est un carton, c'est des millions et des millions de vues sur Internet. D'autres tendances, le push cake, c'est le gâteau qu'on va pousser au fur et à mesure qu'on va le manger. Vous avez aussi le latte art. Alors là, vous avez compris, l'idée, ça va être de dessiner, de créer sur son café. Énormément de choses encore. Je vais finir par vous parler des sites Internet. Aujourd'hui, on peut se rencontrer l'amour qui partage les mêmes envies, les mêmes besoins que nous. Alors, vous avez les bufflovers.com. Vous avez des rencontres entre personnes qui mangent bio, qui mangent vegan, qui mangent végétarien. Voilà.
Tout ça est extrêmement décadent. Des sites pour des rencontres autour d'une table pour un dîner aux chandelles, par exemple. Merci beaucoup, Julia. On vous laisse surfer sur la toile, cirée, évidemment. Allez, la dégustation continue en Inde cette fois-ci. Véritable paradis, vous le savez, des végétariens. Là-bas, manger des légumes, on peut dire que c'est quasiment une religion. Et apparemment, on en voit de toutes les couleurs. Nicolas, vous avez fait le marché pour nous. On trouve quoi de beau dans votre panier? Pas de viande en tous les cas. Oui, bonjour Laurent. Effectivement, si vous aimez la viande, passez votre chemin ici en Inde. Le légume est roi, mais ne vous inquiétez pas, il y en a suffisamment pour varier les plaisirs et pour satisfaire tout le monde. Celui-ci, par exemple, ça s'appelle un karela avec sa drôle de peau en forme de crocodile. C'est assez amer, mais ici, on le cuisine farci avec d'autres légumes. Et finalement, c'est assez bon. Celui-là, ce n'est pas un concombre, ce n'est pas non plus une courgette. Cela s'appelle un loki et c'est assez sucré. Et puis enfin, ce dernier, cela s'appelle un ladyfinger. Cela se cuisine frit avec des oignons et personnellement j'aime beaucoup. Alors voilà, un sacré terrain de jeu pour tous les chefs indiens qui peuvent s'en donner à cœur joie. Comme vous allez le voir dans ce reportage, il est signé Héloïse Dayan et Sonia Kolavitsa. En plein milieu de la capitale indienne, des légumes aux formes étonnantes. Ici, des melons amers à la peau en dos de crocodile. Là, des gombos, appelés ladyfingers, doigts de dame en anglais. Des noms quasiment inconnus en France. Regardez, ça c'est la plante, un ladyfinger. Là c'est la fleur, là le légume, et ça c'est ce que je ramasse. L'Inde bénéficie d'un climat extrêmement varié. Dans ce marché de New Delhi, connu pour être le plus grand d'Asie, les légumes et fruits arrivent par camions entiers. Ça pèse 50 kilos. Ici, vous trouvez tous les légumes et je suis sûr que vous n'en connaissez même pas tous les noms. Ne mangez que des légumes. Si en Europe c'est une nouvelle tendance, ici c'est une question de culture, de religion. L'Inde compte plus de 450 millions de végétariens. C'est une longue tradition, vous savez. Nous sommes végétariens depuis des années. Ce n'est que très récemment que nous avons commencé à manger de la viande. C'est bon pour la santé. On a une meilleure santé lorsqu'on est végétarien. Même si j'aimais le goût de la viande, je n'en mangerai pas. J'aurais trop peur que mes parents la prennent et me mettent à la porte. Il y a quand même des règles à suivre. Se nourrir de la tradition végétarienne indienne, rendre ses légumes à la mode, c'est la philosophie du chef le plus réputé d'Inde. Dans la cuisine de Manish Mehrotra, les textures sont élastiques, les produits ont des petites piques. Nous ne mangeons pas de brocolis, d'asperges ou tous ces légumes. Ça, ce sont les vrais légumes indiens, mais cuisinés d'une manière plus moderne, pour que vous aussi, vous puissiez les goûter et les apprécier. Des concombres pointus, des haricots de goire. Manish Mehrotra se régale de la richesse du sol indien. Ce sont des racines de lotus. Je les ai coupées en fines tranches avec une mandoline. Elles sont frites. Maintenant, je les fais revenir avec une sauce au tamarin. Et puis un peu de masala. Lorsque vous avez autant de légumes avec lesquels jouer, vous vous sentez chanceux. Vous pouvez créer tellement de plats avec ces légumes. La nourriture végétarienne a beaucoup de goût. Aujourd'hui, en guise d'entrée, des cornets au jacquier. Ce fruit dont la texture se rapproche de celle du poulet. Cette cuisine attire. Les tables sont réservées plusieurs mois à l'avance. Il casse le cliché du curry et de la nourriture trop riche et ennuyeuse. Les plats sont plus raffinés, plus élégants, mais ils portent quand même l'ADN de l'Inde. En Inde, la cuisine végétarienne n'est certes pas nouvelle, mais de plus en plus, elle sait se réinventer. Et on en est convaincu. Merci Nicolas, à bientôt évidemment. Allez, retour chez nous à présent. Loïc Ballet a délaissé son triporteur, bah oui ça arrive, pour nous parler des nouvelles tendances alimentaires en Europe et particulièrement en France. Bonjour Loïc, alors bonjour. Quoi de neuf chez nous ou plutôt quoi de vieux? Ah bah oui, c'est bien dit parce qu'effectivement, une des premières tendances qui est assez forte, c'est le retour des légumes oubliés. Si je vous dis rutabaga, topinambour, mais ça marche aussi pour les races à viande, salaire, aubrac, bien sûr. toutes ces variétés
variétés ou ces races oubliées, en fait, viennent tout simplement, c'est notre côté gaulois, de résistants, terroir, en fait. oui. Voilà, et ce qui est assez intéressant, parce que ça vient aussi se mettre comme un barrage à la préservation de la biodiversité, parce que la société de consommation et les industriels ont souvent limité et nous servent toujours les mêmes produits, des produits souvent plus productifs. Et ce qui est assez intéressant, et voire dangereux, c'est que finalement, ces industriels, via les lobbies, peuvent même faire changer les lois pour nous faire consommer et autoriser ou pas un produit. Bah écoutez, on connaît l'exemple, hein, c'est un peu la même chose que les fromages au lait cru, qui sont bien sûr autorisés en France, interdits ailleurs, et voyez auquel pays je pense. Ce qui veut dire qu'il y a certains aliments qui ont été étiquetés impropres à la consommation, sans vraiment de raison valable. Bah, en fait, effectivement, on estime, en fait, si vous voulez, par exemple, pour les légumes, il y a une liste de semences autorisées à la culture ou non. Et on se rend compte, en fait, que finalement, dans cette liste, ceux qui sont interdits ne sont pas forcément dangereux. C'est souvent qu'ils sont plus difficiles à cultiver ou à produire. On estime même que 90% des variétés sur la Terre consommables ont disparu, soit par la pollution, soit par l'homme qui les a laissées de côté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les publicitaires s'en sont rendus compte que cette mode et cette tendance, elle nous parlait, elle nous séduisait. On a même vu une grande surface sortir il y a quelques jours une publicité en disant « Je vais remettre, moi, pour défendre la biodiversité, des semences interdites, des légumes interdits sur mon étal ». Donc il faut faire attention parce que souvent, cette mode peut aussi être prise par les publicitaires. Alors, vous parlez de mode, il y a quand même une tendance apparue il y a quelques années en France, c'est le sans gluten. Ah oui. Alors le sans gluten, pour comprendre, en fait, finalement, le gluten, on le retrouve dans le blé. Alors dans notre société judéo-chrétienne, le blé, la farine, le pain est partout. Donc ce qui fait que très vite, finalement, les restaurateurs ont senti qu'il y avait cette allergie qu'on oubliait avant, ou qu'on ne mettait pas de nom dessus. Et donc finalement, les brasseries, les grands hôtels, les restaurants se sont tous mis à proposer un petit logo gluten-free qui permet de dissocier tout ça. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quand même un chiffre. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une mode aussi derrière tout ça. Parce que seulement 2% des Français sont allergiques réellement au gluten. Oui. Mais 35% demandent des repas 100% sans gluten. Et ça peut être dangereux parce qu'on a souvent besoin de gluten, sauf pour certains. Et là, c'est une décision, j'allais dire, d'ordre médical. Exactement. Bon, on aime bien défendre notre cuisine et on a une autre spécialité, c'est le fameux label. Ah bah oui, en France, c'est un sport. On aime mettre des labels qui, sont très intéressants parce qu'ils permettent de défendre et d'être aussi des barrages à cette société de consommation. On parle d'AOC, label rouge, fait maison aussi, qui est intéressant, qui est apparu il n'y a pas très longtemps, à l'agriculture biologique. Regardez, 76% des Français souhaitent des labels et ils sont sensibles, ce qui est intéressant et ce qui est très propre à nous. Alors après, il faut juste faire attention, parce que nos publicitaires aussi, ils ont compris qu'on aimait ces labels. Donc on va pratiquer du greenwashing. Alors l'idée, c'est juste qu'on va transformer, habiller de vert tous nos produits avec des petits labels. On a même des régions, par exemple, pour défendre leurs produits, qui ont créé ça. Et donc il faut faire juste attention. C'est que derrière toutes ces tendances, il y a souvent une volonté vertueuse de nous faire bien manger, ce qui est propre vraiment à notre culture française, de la plus grande gastronomie mondiale, on peut le dire quand même. Voilà. Mais souvent, eh bien, la tendance, c'est qu'aussi les publicitaires peuvent aussi s'en servir. Donc il faut faire attention parce que par moments, ça peut aussi nous inciter à consommer. Voilà. Rien d'autre ? Non, bon appétit quand même. Merci. Oui, vous pouvez y aller, les choses sont claires comme ça, Loïc. Merci, bon appétit, effectivement. Allez, pour le dernier coup de fourchette, direction Israël, où nous attend Franck Genozo. Et vous, Franck, je suis content de vous retrouver. On ne va pas s'intéresser aux tendances alimentaires à proprement parler, mais à une nouvelle technologie qui, elle, va révolutionner notre façon de faire les courses. Bonjour, Franck. Bonjour Laurent, et oui, cette nouvelle technologie, la voici, ce petit boîtier, ce petit scanner qui, appliqué sur vos aliments, vos fruits, vos légumes, va vous permettre de déterminer quels sont les meilleurs. Alors j'ai pris un exemple, Laurent, vous savez qu'il n'est pas toujours facile de bien choisir un melon. Eh bien avec ce petit scanner, vous pourrez appliquer le scanner, le laser du scanner sur ce fruit et vous saurez quasiment en temps réel sur votre téléphone portable s'il est assez mûr, s'il est assez sucré, s'il est assez chargé en vitamines. Alors cette petite technologie, elle est développée près de Tel Aviv, en Israël, par une société qui entend ainsi lutter contre ce qu'on appelle communément la malbouffe, en vous aidant à mieux choisir vos aliments. Une petite révolution en somme que vous présente ce matin dans ce reportage Maxime Pérez et Ofsep Nalbandian. En Israël, les consommateurs sont avertis. Bientôt, ils ne feront plus leurs emplettes de la même manière. Ce petit objet que vous apercevez ici à l'image déterminera quels produits iront ou pas dans votre caddie. Par exemple, ces grappes de raisin. Celui-là, il est vraiment d'excellente qualité. Il est sucré ? Oui, très sucré. Il est parfait.
Plus besoin de tâter vos fruits et légumes. Avec ce scanner alimentaire, vous pourrez connaître leur nombre de calories, évaluer leur fraîcheur et même leur taux d'allergène. En quelques secondes, les résultats s'affichent directement sur votre téléphone grâce à une simple application mobile. Les gens font aujourd'hui beaucoup plus attention à ce qu'ils consomment. Ils veulent manger sainement. De plus en plus de personnes font appel à des nutritionnistes. Dans cette supérette de la banlieue de Tel Aviv, les clients découvrent ce nouvel outil mis au point par une entreprise israélienne. Mais la démonstration ne convainc pas tout le monde. C'est pas mal. Mais franchement, ça complique un peu les achats. Si je commence à mesurer le moindre produit alors que je suis si souvent pressée... Technique utilisée, le spectromètre. Le scanner envoie un faisceau lumineux. Chaque particule de cette pomme réfléchit la lumière d'une manière différente, ce qui permet d'identifier sa signature moléculaire. Aux États-Unis, contrairement à Israël, les consommateurs sont déjà familiers du scanner. Très bientôt, il sera directement intégré à leur téléphone portable. Mais avant cela, retour à Tel Aviv. Dans ce laboratoire, ces scientifiques analysent des millions d'échantillons de matière, comme ces morceaux de viande hachée. C'est dans cette immense banque de données que le scanner va puiser ensuite pour identifier n'importe quel type de produit. Grâce à l'enregistrement de ces pelotes de laine, il vous sera plus facile d'authentifier la qualité du prochain pull vert que vous achèterez en magasin. Ici, c'est à proprement parler une station de téléchargement. Vous voyez la taille de cette clé? Elle permet d'envoyer toutes les informations sur cet ordinateur. C'est comme ça que nos données sont mises à jour continuellement. Une base de données exponentielle, car les chercheurs israéliens veulent aller encore plus loin. Demain, il vous sera possible de connaître la composition de vos médicaments et choisir le traitement le plus efficace. Je suis certain que tout le monde finira par utiliser cette technologie, des millions de personnes, y compris dans leur travail. Car si le modèle fonctionne pour les particuliers, pourquoi ne pas l'appliquer aux professionnels, à commencer par les agriculteurs? Dans cette ferme où l'on élève des vaches, non loin de Jérusalem, ce scanner permet d'analyser la qualité du foin et, si besoin, d'améliorer sa composition en y ajoutant toutes sortes d'additifs. Vous savez, si l'on optimise l'alimentation du bétail, on améliorera forcément la qualité du lait que les vaches produisent. Ce fermier est plutôt réticent à l'idée d'instituer une sorte de régime alimentaire à ses bêtes. Mais il le reconnaît, cette pratique a des avantages. Il m'arrive de faire analyser des échantillons de foin en laboratoire. Et avec cet appareil, je peux recueillir de précieuses indications et répéter l'opération autant de fois que je veux. C'est un énorme gain de temps. Cette révolution agricole ne s'arrête pas là. Dans quelques mois, le scanner sera en mesure de détecter les pesticides, les OGM ou encore les bactéries. Une bonne nouvelle pour des consommateurs de plus en plus méfiants. Ah mais c'est complètement dingue ce petit appareil, c'est incroyable cette nouvelle technologie qui nous permet de contrôler aussi bien les aliments que la composition des vêtements. Et il était question de médicaments dans le reportage, ça veut dire qu'il peut y avoir une application médicale, Franck ? Les applications, en fait, elles vont être quasiment infinies. Admettons, par exemple, Laurent, que vous ayez un doute sur la composition de votre pull, 100% coton ou 100% cachemire, eh bien, vous pourrez vérifier. Même chose pour votre yaourt allégé, si vous voulez vérifier qu'il est bien 0%, ou encore, comme vous l'avez vu dans le reportage, vérifier la composition d'un médicament pour être sûr qu'il est bien indiqué dans le cadre de votre maladie. Alors, les concepteurs vont même encore plus loin, puisqu'ils vous permettront demain de vous auto-analyser. Exemple, vous reprenez toujours ce petit scanner et vous l'appliquez sur votre peau pour savoir quel est votre taux de masse graisseuse ou encore sur votre visage pour savoir si vous vous êtes mis assez de crème solaire par rapport au temps qu'il fait ce jour-là. Alors, ça n'est peut-être ni pratique ni souhaitable de tout vérifier en permanence ou de s'auto-analyser en permanence, mais quand il s'agit de la nourriture, eh bien c'est sans doute un progrès car l'industrie agroalimentaire sera poussée vers l'excellence puisque tous les consommateurs seront capables demain avec leur smartphone de vérifier la qualité des produits qu'ils achètent sur le marché ou en supermarché.
Super, merci Franck et à bientôt évidemment, surtout si vous avez d'autres infos et d'autres petites technologies comme celle-ci. Le banquet touche à sa fin. Merci à nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur les habitudes alimentaires de nos chers voisins. La semaine prochaine, on abordera un thème très sérieux puisqu'il sera question du harcèlement au travail. Ce fléau est-il répandu dans les autres pays et si oui, sous quelle forme? Existe-t-il une réglementation pour le limiter ou le punir ou au contraire est-il toléré dans les entreprises à l'étranger? Réponse donc samedi prochain.